Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce qui va être le dernier créneau d'une journée très dense et très intéressante, comme on en a l'habitude avec le Salon de la Data, organisé, petit rappel, de façon 100% bénévole par les organisateurs. Merci de nous avoir choisis donc parmi ce riche programme. Je m'appelle Romain Vallée, je suis consultant data chez Civiteo et je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde pendant une petite cinquantaine de minutes pour vous présenter les résultats, les enseignements d'un programme de 3 années intitulé Data et Quartier. Alors à mes côtés, j'ai 3 acteurs de marque qui ont animé le programme pendant 3 années que je vais vous présenter sans plus attendre. À commencer par vous, Nathalie Gosselin. Donc vous êtes élue à la région Pays de la Loire, vous êtes maire adjointe à la Roche-sur-Yon et présidente de Réseauville. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et surtout nous expliquer en quelques mots ce qu'est Réseauville? Bonjour, donc oui, alors je suis l'heureuse présidente de Réseauville, qui est un centre de ressources politiques de la ville. Alors je vais vous expliquer très rapidement la politique de la ville. Ce sont des ressources et des actions qui sont mises en place, qui sont cofinancées par l'État et les collectivités, afin de réduire les inégalités dans les quartiers qu'on dit sensibles. Il y en a dans beaucoup de régions, de plus en plus. On en retrouve en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Et donc voilà, Réseauville intervient auprès des collectivités, mais aussi des centres de ressources, afin de faciliter la mise en place de tout ce qu'on peut faire dans les quartiers. À ma droite, à votre gauche, Émilie Sarrazin, vous êtes directrice de Réseauville. Est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, peut-être un peu plus sur la composition de votre équipe, les activités de Réseauville au quotidien? Bien sûr, donc Réseauville, c'est une association, loi 1901, qui travaille sur les dynamiques, comme disait Nathalie, des quartiers prioritaires de Bretagne et de Pays de la Loire. Petite information, en Bretagne et Pays de la Loire, c'est 78 quartiers prioritaires. C'est sur 32 communes et ça représente à peu près 250 000 habitants en fait. Sur Nantes, pour ceux qui sont de Nantes, c'est à peu près 50 000 habitants. Et un quartier prioritaire, il est défini, prioritaire, sensible, populaire, on pourra utiliser ce qu'on veut comme terme. Il est défini selon un critère majoritaire qui est le critère de pauvreté. Et un critère minoritaire qui est le critère de densité. Il faut qu'il y ait minimum 1000 habitants dans un quartier prioritaire. Ce qui veut dire, comme le disait Nathalie, qu'il peut y avoir des quartiers prioritaires à Fontenay-le-Comte, Concarneau, Dinan, dans des petites villes qu'on n'imaginerait pas comme étant des villes d'accueil de ce type de quartier. Ça, c'est la première chose. Et on est une petite équipe de 7 salariés. On travaille sur tout ce qui est cohésion sociale, santé, développement économique, emploi et renouvellement urbain. Voilà. Merci Émilie. Et pour compléter la table ronde, nous avons avec nous Jacques Priol. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelques mots sur l'Observatoire Data Publica que vous représentez aujourd'hui? Oui, merci. Donc, Jacques Priol, je suis un acteur nantais de la data. Et aujourd'hui, vous m'avez demandé d'être sur cette table ronde avec cette casquette de président de l'Observatoire Data Publica, qui est une association loi 1901 qui a été créée à l'origine par 4 structures, Civiteo, Data Activist, InnoPublica et Parmavocat, pour essayer d'observer la manière dont les acteurs publics se saisissent de ce sujet de la data. Et nous sommes ici aujourd'hui, dans quelques instants, nous allons assister à la présentation d'un programme particulièrement original et j'essaierai de vous dire pourquoi ce programme est original et en quoi il peut peut-être servir à d'autres endroits, pour d'autres politiques publiques, d'exemple ou en tout cas d'inspiration. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit bond en arrière. Le programme Data et Quartier, les premières réflexions, c'est juin 2018. La décision d'y aller, c'est plutôt septembre-octobre 2018. Et le lancement officiel du programme, début 2019. Si on retourne en arrière, qu'est-ce qu'il en était alors de l'utilisation de la data, des données, dans la politique de la ville et plus précisément au service des quartiers? Émilie Sarrazin. On était sur un niveau proche du néant, je pense. Nous, on travaille dans ce qu'on appelle la politique de la ville, qui est une politique qui est extrêmement évaluée, extrêmement surévaluée, qui est d'ailleurs la politique sur laquelle on dit tout le temps on met beaucoup d'argent, etc., etc. Mais résultat, on travaille sur des chiffres. Petit exemple, hein, aujourd'hui, la Guyane travaille sur des chiffres de 2012. Donc, en gros, on était un peu proche du néant quand on parlait de data, y compris à nos
à notre gouvernance, à des gens qui étaient chefs de projet, etc. On nous renvoyait qu'on n'était plus sur des études de cohorte ou des études statistiques ou des études de terrain, mais en aucun cas on voulait utiliser la data parce que c'était pas le sujet en fait. Donc j'avoue qu'on s'est pris quelques murs. Beaucoup, mais c'était intéressant parce que chemin faisant, en fait, on était quand même dans un moment peut-être de l'histoire de la data, mais c'est pas moi la spécialiste, où la réalité c'est qu'elle n'était pas encore très intégrée dans l'action publique, qu'on finissait de parler d'open data, mais elle n'était pas encore arrivée dans notre univers de la politique de la ville, hein, voilà, que ça faisait peur, qu'on avait tous les 4 matins des articles dans la presse sur on nous regarde, on nous surveille, etc., et que donc l'utiliser au service de ce qu'on pourrait appeler les plus fragiles paraissait un peu insensé. Donc c'est vrai qu'on était dans un univers qui n'était pas prompt à comprendre pourquoi est-ce qu'on avait envie de faire ça. Alors, on y reviendra, on a réussi par des temps de sensibilisation forts, mais j'y reviendrai parce que ça c'est très important. Mais globalement, il nous a fallu facilement 1 an avant de se sentir légitime, en tout cas de ne pas se sentir agressif ou voilà, par rapport aux acteurs de la politique de la ville. Alors ce qui était marrant, c'est qu'en même temps, quand on discutait avec les gens du monde de la data, ils ne comprenaient pas trop non plus notre univers en fait, hein. Donc on était dans une espèce de situation de dialogue interculturel presque en fait. Voilà, donc ça c'était intéressant et je me rends compte avec du recul que 3 ans ça passait très très vite et 3 ans c'est aussi le temps pour que beaucoup de choses bougent dans les mentalités et dans les territoires en fait. Je mesure à quel point si on fait un retour en arrière, ces 3 ans, ils ont été, ils ont fait beaucoup, ils ont beaucoup bougé, tout a beaucoup bougé. C'est pas que notre programme, c'est tout en fait, c'est le mouvement qui est en cours en ce moment. Et pour ma part, je suis issue du milieu associatif, social, etc. Donc c'est pareil, c'est des choses que moi j'avais pas du tout, qui n'étaient pas ni dans ma culture ni dans mes habitudes. Et j'ai eu ce besoin-là un peu fort en fait d'acculturation. Donc d'où tout ça est venu, de cette idée que peut-être il y avait un sujet à travailler parce qu'il n'était pas travaillé, en tout cas c'était un impensé dans les politiques à destination des quartiers populaires, et l'idée qu'on avait envie d'aller un peu plus loin pour proposer une innovation au service de la politique de la ville. C'était un peu ça, où est-ce qu'on en était en 2018. Alors voilà pour l'état des lieux en 2018. Quand le programme se lance, est-ce qu'il y a, Nathalie Gosselin, des objectifs précis que vous vous fixez à atteindre au bout des 3 ans d'expérimentation ? Alors oui, effectivement, c'était d'emblée expérimenter tous les outils que la data permettait au niveau des évaluations de politique publique. Et c'est vrai, comme l'a dit Émilie, sur la politique de la ville, on fait beaucoup de social. Et dans le social, l'innovation technologique, parce qu'il y a de l'innovation sociale, mais l'innovation technologique dont on parle ce soir, elle était aux abonnés absents, hein, faut le dire. Et c'est des outils on n'osait pas en fait se les accaparer, on n'avait même pas imaginé. Moi, je suis issue du monde plus digital, j'ai une formation informatique et j'avais même pas, de moi-même, je me serais même pas dit tiens, je peux utiliser des outils informatiques tels que la donnée, la data, pour alimenter justement mes décisions, pour faire un outil d'aide à la décision par rapport à mes quartiers. Parce qu'effectivement, donc aujourd'hui, dans les quartiers, je suis présente très souvent, je vais voir tous les acteurs sociaux. Il faut faire du présentiel et rencontrer les gens pour savoir ce qui s'y passe, en fait. C'est beaucoup de temps passé. On voit que les acteurs sociaux, les médiateurs, les éducateurs. Et le Covid étant passé par là, on n'a plus accès à ces quartiers. On s'est retrouvés complètement aveugles. Et effectivement, là, on s'est dit, faire parler de la donnée qui date de 2012, ça va être compliqué. Le Covid a vraiment changé la donne, a rebattu les cartes. Les gens ont radicalement changé, le besoin a changé, les populations, les familles, etc. Donc là, vraiment le premier objectif, c'était expérimenter ces outils pour répondre à toutes ces interrogations. Et puis, je pense une des parties les plus importantes, c'est sensibiliser les acteurs publics, privés, mais les citoyens aussi, faire baisser l'angoisse de la donnée, parce qu'effectivement, quand on arrive et qu'on dit, voilà, il va falloir, on va faire parler la donnée, on va pouvoir justement aller au plus près de vos besoins. Là, il va au profit des territoires les plus fragiles finalement.
Donc là, il va vraiment falloir user de beaucoup d'arguments et puis rassurer énormément les populations, mais aussi les élus, leur faire prendre conscience que ces données, elles ne servent pas que pour la Smart City et le centre-ville, ou pour les laboratoires et autres data centers. Donc effectivement, là, on voulait rentrer dans la famille de la Smart City et faire profiter les quartiers, parce que les quartiers génèrent énormément de données aussi. Et ces quartiers, aujourd'hui, malheureusement, deviennent de plus en plus importants. Je pense que les découpes géographiques vont s'amplifier et on a plus en plus de demandes aussi dans les milieux ruraux. Donc voilà, c'est vraiment un schéma qu'il faut pas passer à côté. Donc acculturer les territoires et les acteurs, c'est primordial. Et puis aussi, le but, vous allez pouvoir prendre le livre blanc qui a été rédigé suite à cette expérimentation. On parle d'open data. Nous, justement, on partage avec vous ce travail, cette expérimentation, et on espère justement qu'il y a peut-être des territoires ou autres associations qui vont s'emparer un peu de ce travail-là pour gagner du temps, ou peut-être même améliorer ce qui a été proposé, ou même nous faire des propositions sur différentes collectivités à l'échelle d'un territoire, par exemple. Donc, en fait, si c'est repris, ça veut dire qu'on a réussi un peu notre coup et on en sera content. Et on espère aussi que beaucoup d'autres spécialistes de la data vont venir vers nous pour effectivement poursuivre cette expérimentation. Donc en résumé, expérimenter, sensibiliser et documenter. Donc vous l'avez dit, hein, toutes les deux, la politique de la ville et la data, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Comment on lance un programme aussi ambitieux que pouvait l'être à l'époque Data et Quartier? Concrètement, quelles sont les premières actions qu'on va mener quand on met sur les rails un programme de ce type? Émilie? Je pense que, je le dis souvent, si il y a 3 ans on m'avait dit que je serais là, déjà j'aurais beaucoup ri, parce que j'y aurais pas cru. Et on le lance un peu à l'aveugle et avec la certitude qu'on est en train de se lancer dans une belle aventure. On le lance avec des experts, notamment qui sont ceux qui sont autour de cette table, et avec des gens qui nous disent ça va aller. Un truc un peu comme ça, voilà. On s'est retrouvé en plein milieu de l'hiver à l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est le ministère, on va dire, qui est le ministère qui s'occupe et qui travaille autour de la question des quartiers prioritaires. Et en fait, on a proposé notre projet. C'était presque contre nature pour eux de nous financer. Donc je le dis, on le lance, mais on a eu aussi besoin d'argent pour ça. Donc on a eu un petit financement expérimental pour 3 ans pour le faire. Et une fois qu'on a eu cet argent-là, et le temps était important parce qu'on n'aurait pas pu, au niveau d'acculturation où on était sur le sujet de la donnée, on n'aurait pas pu le faire en 1 an, nous, en fait. On pouvait pas, c'était pas possible, en fait. Donc ce temps de 3 ans, il était nécessaire et vraiment primordial, en fait. Donc le fait qu'il y ait des partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous aient fait confiance pendant 3 ans, c'est quand même quelque chose qui est précieux. Et ensuite, on va beaucoup discuter avec les acteurs publics, des élus. On a fait une 40aine d'entretiens, des élus, des conseils citoyens, des chefs de projet politique de la ville, des associations, etc., pour leur poser la question finalement de quels pouvaient être les 3 sujets fondamentaux qu'ils souhaitaient aborder autour de la question de la donnée. On a atterri sur 3 sujets: l'emploi, la santé et la mobilité, en fait. Et c'était 3 sujets, c'est des sujets qui irriguent beaucoup, hein, les quartiers populaires en question, et on a atterri sur ces 3 sujets. Mais une fois qu'on avait ces sujets, il nous a fallu faire 2 choses. La première, c'était sensibiliser. Et quand je dis sensibiliser, c'est vraiment partir de la base, en fait. C'est presque partir de son téléphone portable. Je le dis vraiment parce qu'on ne peut pas sensibiliser un conseiller citoyen, un élu politique de la ville ou un acteur associatif de quartier comme on sensibilise des étudiants en master SIGAT de Rennes, en fait. Donc, il nous a fallu véritablement prendre ce temps, qui est un temps où on se dit tout, où on se dit nos peurs, où on lève les craintes. Nathalie le disait tout à l'heure, mais c'est un temps qui a quasiment pris 1 an, en fait. Qui a quasiment pris 1 an parce qu'une fois qu'on a eu la certitude, que les acteurs ont eu la certitude que nous n'allions pas faire n'importe quoi avec les données, que probablement on allait atterrir sur des intuitions qui allaient, en tout cas sur des choses qui allaient peut-être nous révéler des choses ou pas, mais que, puis je passe le fait que
excuse-moi, quand je reviens en arrière, on nous a souvent demandé, mais il va y avoir quoi comme application du coup? Et on leur disait, il ne va pas y avoir d'application, on va juste essayer d'utiliser la donnée au service des politiques publiques, on ne va pas faire une application, ce n'est pas notre métier. Donc cette étape de sensibilisation, elle a été nécessaire, probablement avec du recul plus long que je le pensais, mais nécessaire. Et ensuite, on a eu des périodes, des étapes qui étaient des étapes de définition des besoins. Vous le savez tous, j'imagine, dans cette salle, mais de travailler et d'avoir une méthodologie de conduite de projet data, ce n'est pas intuitif en fait quand c'est pas notre secteur d'activité. Donc il a fallu qu'on se pose les bonnes questions et donc on s'est tout autorisé. Je me rappelle de la santé, par exemple, on avait des élus à la santé de toutes les villes de l'Ouest et on disait alors qu'est-ce qu'on veut se poser comme question? Qu'est-ce qui nous intéresse? Ou qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Et on est même allé jusqu'à se dire tiens, est-ce qu'on pourrait voir le nombre de personnes qui achètent de la drogue en fait? Ah alors là, est-ce qu'on a le jeu de données ou pas? Enfin, c'était, on est vraiment allé jusqu'au bout des choses sur lesquelles non, ça c'est pas possible. Et franchement, c'était des beaux moments, ces moments-là, parce que c'est des beaux moments où on se posait ces questions-là. Et une fois qu'on a défini les questions, on est allé mouliner, donc on a fait bouger tout ça. Cette question de sensibilisation, cette question de cadrage des besoins et cette question de méthodologie, elle est cruciale. Elle me sera utile professionnellement plus tard, j'imagine. Et puis ensuite, c'est aussi le fait de rediffuser. Il y a des gens qui, depuis 3 ans, considèrent que ce qu'on fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc maintenant, on va, avec le livre blanc, à une époque qui est une époque particulière pour la politique de la ville aussi, on va aller leur montrer que peut-être notre intuition, elle n'était pas si mauvaise. Alors, l'objectif de la table ronde d'aujourd'hui n'est pas de revenir sur les cas d'usage. Tu citais quelques exemples. Il nous faudrait beaucoup plus que 50 minutes. Mais est-ce qu'on peut quand même essayer de les survoler en quelques minutes, dire sur quoi ont abouti les différents projets à l'intérieur du programme Data et Quartier? Jacques Priol. Oui, alors, je pense que c'est très intéressant et très éclairant d'avoir commencé par rappeler des objectifs, d'être revenu sur des questions de méthode, sur le vécu de comment des acteurs qui ne sont pas du tout dans le monde de la data, à la différence sans doute de la plupart d'entre vous, voient arriver un programme d'innovation expérimental sur 3 ans de mobilisation des données au service de ce qui est leur métier de tous les jours. Et c'était important, je crois, de commencer par ça. Et vous verrez dans ce livre blanc qu'on y insiste beaucoup parce que toutes ces étapes préalables, lorsqu'elles sont oubliées, peuvent être de véritables handicaps, de véritables obstacles à la conduite de projets de pilotage des politiques publiques par la donnée, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit à la sortie. Alors concrètement, on n'a pas fait que de l'acculturation, on n'a pas fait que de l'accompagnement des équipes, que de la formation. Il y a eu des actions et des cas d'utilisation extrêmement concrets de la donnée, alors qu'ils ne sont pas nécessairement spectaculaires. Si vous êtes venu ici en vous disant « tiens, ils ont mis de l'intelligence artificielle au service, ils ont fait des opérations de data science hyper sophistiquées », pas tant que ça, encore que. Il y en a une ou deux qui sont quand même assez sophistiquées. Mais l'essentiel, ça a été d'abord de se dire quelles sont les données qui racontent ce qui se passe dans la vie de tous les jours dans ces quartiers. Émilie disait, on a parfois l'impression de piloter la politique de la ville avec des données qui datent de 2012. Et c'est malheureusement un petit peu le cas, je le dis avec un peu de regard extérieur, moi je ne suis pas un professionnel de la politique de la ville, mais quand même, je ne suis pas le seul à le dire, il y a un rapport officiel, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui l'a pointé. On a quand même un vrai souci avec ces politiques qui sont des politiques qui se passent dans des quartiers, donc dans des zones qui ont été définies par l'État, et pour lesquelles nous n'avons pas de données qui racontent ce qui se passe dans ces zones. Et le travail a constitué à aller chercher ces données, d'abord en allant vers les sources de données les plus logiques, les données publiques, l'open data, par exemple, dans le premier sujet qui concernait l'emploi, on est allé chercher des données de Pôle emploi. On est allé chercher Pôle emploi, a été partenaire du projet, a mis des données à disposition à l'échelle des quartiers. Ce n'est pas des données qui existent en open data, parce qu'elles existent. Il y a des statistiques de Pôle emploi, il y a des chiffres aussi un peu plus globaux, des bases de données entières de Pôle emploi qui sont en open data, mais pas à l'échelle des quartiers. Donc il a fallu aller chercher celles-là. Et puis il a fallu aller chercher des données d'une autre nature, très concrètement. L'idée, c'était quoi? Aller chercher des données sur les emplois disponibles qui correspondent aux emplois que recherchent les gens qui habitent les quartiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une intuition, il y a une idée générale, peut-être une idée reçue, qui est de dire que les gens des quartiers sont plus souvent au chômage qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas à proximité de leur lieu de travail des emplois qui correspondent à leurs attentes.
Et ce qui est hyper intéressant dans le programme, je vais passer rapidement les étapes, c'est que nous sommes allés chercher les données sur, non pas les demandeurs d'emploi des quartiers, mais les emplois recherchés par les gens qui sont au chômage dans les quartiers. Et ça, c'est Pôle emploi qui a pu nous le fournir. Et ensuite, les données des emplois disponibles qui correspondent à ce type d'attente dans un bassin d'emploi donné. Et ça, ce n'est pas Pôle emploi qui peut nous le donner, parce que Pôle emploi n'a pas toutes les offres d'emploi d'un territoire. Et en l'occurrence, c'est un groupe privé, le groupe Randstad, qu'on connaît pour ses agences de travail temporaire, mais qui fait aussi d'autres choses en matière d'emploi, qui, par des algorithmes qui scrapent tous les jours près de 11 000 sites Internet, est capable de recenser toutes les offres d'emploi disponibles jour par jour, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Et l'un des sujets majeurs qu'on a longuement documenté dans le livre blanc, c'est comment un acteur public comme Pôle emploi et un acteur privé comme Randstad peuvent coopérer parce qu'il y a une forme de tiers de confiance au milieu qui est Réseauville qui dit on va mettre vos données en commun au nom de l'intérêt général, comment ça se passe, comment ça se construit, dans quelles conditions et avec quels résultats. Tout ça est documenté dans le livre blanc, c'est un enseignement intéressant. Deuxième sujet, la santé. Il y a eu 2 étapes. Une première étape, eh bien, comme tout le monde, on a traversé la pandémie, les confinements, et il y a eu un travail incroyable qui a été fait, qui a démontré, ça a d'ailleurs été largement repris par la presse à l'époque, que les habitants des quartiers sensibles étaient plus exposés au Covid et plus exposés à des formes graves du Covid que les habitants présents partout ailleurs sur le territoire. On l'a fait à l'échelle de la Bretagne, ce travail. Extrêmement intéressant, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il commençait à y avoir des polémiques. Dans les quartiers, c'est n'importe quoi parce qu'ils ne respectent pas le confinement. Dans les quartiers, il y aura plus de Covid parce que de toute façon, la sociologie est telle que il n'y aura pas la discipline qui va permettre d'enrayer la pandémie. Non, il y a des données qui permettent de démontrer qu'il y a des facteurs sociodémographiques, socio-économiques, sociologiques et des facteurs de santé. Et là, on a accédé à des données de santé. Et quand Émilie ou Nathalie disaient que ce n'était pas nécessairement simple avec les acteurs de terrain, les acteurs qui tous les jours accompagnent ces populations dans les quartiers sensibles, de leur dire on va faire de la data, du big data, des algorithmes, c'est que quand on commence à parler de données de santé, évidemment, ce sont des données très sensibles. Comment on fait? Avec quelles règles? Dans quel cadre? Tout ça, on l'a également documenté parce que ce travail-là est un travail qui mêle à la fois de la technique avec les méthodologies classiques de la data science qui ont été utilisées, les outils de DataVis, les outils des algorithmes relativement simples en l'occurrence sur ce cas-là, l'intervention d'entreprises de data science. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'entreprise Valoway dans la salle qui a été l'un des prestataires partenaires du projet. Sur la santé, on a également travaillé sur autre chose, c'est la couverture qu'on appelle la C2S, la couverture santé solidaire. J'ai bien dit? Complémentaire. Santé solidaire. L'ex-CMU, qui est une complémentaire de santé qui est offerte aux populations qui n'ont pas de mutuelle. Et un chiffre basique, à peu près la moitié de la population en France qui a le droit à cette couverture santé solidaire n'y accède pas. Et on a fait tout un travail d'identification du non-recours, essayer de comprendre quelles étaient les populations qui n'avaient pas recours à la C2S. Et on ne l'a pas fait que dans les quartiers, on l'a fait dans toutes les villes qui sont dans le programme de Réseauville. Et on a découvert des choses très intéressantes. À Nantes, par exemple, et ça on le démontre, et vous le verrez dans le livre blanc, c'est extrêmement détaillé, il y a même une annexe qui le présente de façon tout à fait précise. L'endroit où en pourcentage, la population a le moins recours à la C2S alors qu'elle devrait y avoir recours, c'est le centre-ville, c'est Graslin. Ce qui peut surprendre certainement ceux d'entre vous qui connaissent bien Nantes, plutôt un quartier aisé, on va dire. Et on a travaillé sur la manière dont des choses un peu contre-intuitives comme celle-là pouvaient être ensuite étayées par de la donnée pour aller vers, on n'a pas été tout à fait jusqu'au bout d'ailleurs, il y a eu un petit peu un échec sur ce cas d'usage-là, et l'échec est aussi documenté dans ce livre blanc, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est important. Il y a eu des travaux faits sur la mobilité également, sur l'aire géographique de Rennes, mais je ne m'y arrête pas, on n'en a pas le temps. Il y aura certainement d'autres occasions de présenter dans le détail les usages de la donnée qui ont été faits dans ce programme expérimental. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est aussi de revenir ensuite sur les enseignements qui peuvent en être tirés. Et j'ai dépassé le temps de parole qui m'était imparti.
C'est sûr que c'est rageant de résumer 3 ans d'expérimentation en une quarantaine de minutes lors de cette table ronde. On va passer effectivement aux enseignements, peut-être à commencer par vous, Émilie. Qu'est-ce que vous avez appris en 3 ans en étant au quotidien, au cœur du programme Data et Quartier? Moi, j'ai d'abord appris que la question du collectif, elle était importante, c'est-à-dire de franchir ensemble les mêmes étapes. En fait, ça c'est important. Je m'attendais pas du tout à questionner ce qu'on a questionné ces 3 dernières années. Jacques le disait tout à l'heure, sur mélanger des données publiques-privées, ben, c'est pas si évident. Sur avoir des données là, mais pas des données là, c'est pas si évident. Sur avoir défini une géographie prioritaire en 2014 et pas avoir la moindre capacité à avoir une observation sur cette dite géographie prioritaire me paraît invraisemblable. Donc moi, ce que j'ai appris notamment, c'est la nécessité d'être très collectif et de se dire les choses, et d'avancer ensemble au même moment. Ce qui m'apparaît maintenant évident, c'est que l'utilisation de la donnée permet de mieux territorialiser les politiques publiques, c'est-à-dire d'être plus impactant probablement en fait dans la réflexion qu'on a autour des quartiers ou des territoires fragiles. En tout cas, cette question d'impact, elle est importante et que c'est tout à fait un détail, mais dans un an, en fait, on va reparler de la politique de la ville, ce qu'on va refaire des contrats et dire et qu'est-ce qu'on fait pour ces quartiers, qui sont-ils, etc. Eh bien, Nathalie, je pense, le dira, mais voilà, de questionner la donnée dans le cadre de ces contrats, de contractualiser ensemble et de faire ensemble en fait ce travail de la donnée. Pour Réseauville, qui est donc une association qui n'avait rien à voir dans ce petit univers, c'est sûr que on le dit souvent, il y aura un avant et un après ce programme en fait, parce que je ne peux pas faire comme si s'il n'avait pas existé ce programme, et y compris pour les collègues, le fait de désormais savoir que ces outils de la donnée peuvent être des outils qui leur permettent d'avancer dans leur observation des territoires, leur accompagnement des territoires, leur appui, leur soutien, etc. On peut plus revenir en arrière. Alors vous allez me dire, c'est un peu embêtant. C'est le moment où je dois dire à ma présidente qu'il va falloir qu'on aille chercher un peu plus d'argent. Parce que j'ai le sentiment quand même que ces outils-là sont des outils qui nous permettent d'accompagner au plus près en fait tous les territoires fragiles, et donc j'aurais l'impression vraiment de revenir en arrière et d'être en sépia si jamais on continue comme ça. Et par ailleurs, pour moi, je le fais en entonnoir, comme ça, voilà. Quel que soit ce que je fais dans mon avenir professionnel ou pas, il me semble maintenant évident de réfléchir avec la donnée en arrière-plan, en fait, en disant est-ce que cette question-là que je me pose dans mon cadre professionnel est une question qui peut être travaillée avec ou en parallèle avec la donnée, etc. Donc moi, c'est ça, vraiment, si je retiens 3 choses, c'est la place de la donnée dans les politiques publiques. Comment est-ce qu'un organisme comme une association comme Réseauville s'accapare ces questions-là, et comment, en tant qu'individu, moi, je fais bouger mes lignes au quotidien. Merci Émilie. Même question Nathalie, peut-être si vous pouvez y répondre avec votre casquette d'élu, qu'est-ce que vous retenez d'un programme comme Data et Quartier? Eh bien, ça va me permettre surtout de réfléchir les quartiers un peu autrement. Émilie parlait effectivement du contrat de ville. Donc, une fois par an, on fait un appel à projet auprès de toutes les associations pour justement faire des actions sur les quartiers. Il y a 3 quartiers, par exemple, sur La Roche-sur-Yon, et les 3 quartiers sont complètement différents. Et pourtant, on va voter une dizaine de projets. Alors, c'est des financements importants tous les ans qui sont alloués pour cette politique de la ville. Et il y a des années où on a l'impression de saupoudrer un peu et peut-être d'être un petit peu à côté de la plaque, parce que dans un quartier, j'ai plus de femmes seules avec des enfants. L'autre quartier, ça va être des problématiques d'emploi, et l'autre quartier, des problématiques de mobilité ou de santé mentale. Sauf que moi, je fais les mêmes projets pour tout le monde. Et de temps en temps, je tombe à côté. Et ça, en tant qu'élu, c'est compliqué, parce que c'est de l'argent public, ce sont nos impôts.
On est d'accord. Et puis c'est surtout on est là pour aider les plus faibles, hein, et c'est pas le cas toujours. Donc ces données vont me permettre justement d'être beaucoup plus pointilleuse et beaucoup plus pointue sur mes décisions. Je sais que tel quartier, voilà, j'ai beaucoup de familles allophones, donc il va peut-être falloir mettre en place des choses, des cours de français, etc., de l'accompagnement plus individualisé pour les enfants, voilà. Donc ça clairement, ça nécessite et ça va causer une exigence politique par rapport à mes formats de décision. Et je pense que pas que dans la politique de la ville, en fait. Ça va nous servir. C'est un outil d'aide à la décision formidable. Alors, je ne dis pas que ça va révolutionner la planète, mais de toute façon, voilà, ça va nous permettre d'avoir les yeux un peu plus ouverts sur les quartiers et d'être surtout... voilà, pas au mois près, mais presque en fait, de pouvoir savoir ce qui se passe, de prendre la température sur mes quartiers. Et puis aussi, là, en tant qu'élu également, la gestion de la donnée, l'open data, c'est un vrai sujet. Les collectivités s'en emparent ou pas, c'est compliqué ou pas, parce qu'on a encore beaucoup de tensions par rapport à ça. On manque aussi de personnel formé. Embaucher un data scientist en tant que collectivité, je peux vous dire que c'est une mission impossible. Donc c'est très compliqué. On n'a pas les moyens, hein, clairement. Et puis bon, on n'attire pas plus que ça. Donc bon, voilà. Mais ça va changer peut-être. Donc il faut nous aussi qu'on se questionne sur cette place de la gouvernance de la donnée, voilà, qui dispose de la donnée, comment sont-elles collectées. Il faut qu'on puisse rassurer derrière effectivement nos citoyens, mais nos associations, les acteurs qu'on va vouloir emmener aussi dans cette belle épopée. Donc voilà, et comme on l'avait dit, hein, le plus grand défi aujourd'hui, ça va être celui de la confiance. Et puis de s'entourer des bons acteurs et surtout des bons outils, on en est là, et la sensibilisation. Toujours parler de cette sensibilisation et former les élus également. Il faut que les élus... Alors, tout le monde a compris hein, que la donnée, il y a quelque chose. Hein. Il va vraiment falloir... C'est une vraie préoccupation de tous les maires, sauf qu'il va falloir s'y mettre. Et c'est vrai que ça paraît un peu nébuleux. Il y a une chose vraiment qui est importante dans ce programme, c'est que c'est pas que technique, la donnée. Il faut surtout bien choisir ces jeux de données, bien choisir la cible. Et à partir de là, après, on laisse faire les professionnels. Mais il ne faut pas trop avoir peur d'un sujet qui paraît très compliqué. Je pense qu'il faut le démocratiser, puis il faut y aller. Ça fait pas mal, ça ne mord pas. Donc non, au contraire, c'est vraiment une bonne chose pour cette expérimentation. Donc, on le voit, ce programme, c'était quelque chose vraiment nouveau pour les acteurs des quartiers. Mais Jacques Préol, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, d'un œil un peu extérieur, est-ce que c'était vraiment quelque chose d'inédit? Et si oui, en quoi? Inédit dans l'action publique, dans l'absolu non, parce que des initiatives data, il y en a dans de nombreux territoires depuis maintenant 6 ou 7 ans. Ça a démarré plutôt dans les très grands territoires, dans quelques régions. On a parlé de l'Occitanie ce matin, on pourrait parler de l'Île-de-France, du Grand Est, dans la plupart des grandes métropoles. Simplement, et puis maintenant, de plus en plus de collectivités de taille moyenne, voire petite, se saisissent du sujet. Ce qui différencie le programme Data et Quartier des autres programmes que l'on a l'habitude de voir sur des prototypes, des POC, des expérimentations data, d'abord, c'est peut-être le fait que ce soit porté par une association. Et avec des acteurs, et Émilie l'a rappelé, qui sont des acteurs de l'action sociale, de la médiation, de l'accompagnement des publics en difficulté. Deuxièmement, le fait que ce soit dans les QPV, dans les quartiers prioritaires, où on va traiter des données qui sont des données sociales, des données de santé, des données socio-économiques sur des aspects qui ne sont pas toujours faciles, des aspects d'accompagnement, des dossiers sur lesquels on va croiser des travailleurs sociaux qui sont par nature, par habitude, par culture professionnelle, mais aussi par obligation juridique et déontologique, des gens très prudents sur la donnée, parce qu'on va très vite toucher, Émilie parlait tout à l'heure de discussions qui ont eu lieu sur de quelles données est-ce qu'on dispose sur la drogue, la consommation, le trafic de drogue. Très vite, on va faire le lien entre des données qui sont des données liées à la délinquance, liées à l'éducation, liées au social. C'est des choses extrêmement sensibles, liées à la nationalité. En France, on a un cadre particulier par rapport aux enquêtes sur ces sujets-là. Donc, le fait de travailler à grande échelle, parce qu'on est sur 2 régions,
avec ce type de données est relativement nouveau. On travaille beaucoup sur d'autres types de problématiques et de politiques publiques aujourd'hui avec de la data, dans les grandes fonctions urbaines, dans les smart cities, les villes intelligentes. On va travailler sur l'énergie, sur l'eau, sur la mobilité, sur des sujets qui sont des sujets beaucoup plus de flux techniques et moins de data sociale, socio-économique, socio-démographique. Autre élément tout à fait particulier de ce programme, le fait qu'il ait duré 3 ans. Le fait d'avoir eu ce temps long, dont on voit bien que c'était une condition de réussite, d'avoir eu des partenaires, et notamment le financement du ministère de la politique de la ville, enfin à travers l'ANCT, qui dès le départ a souhaité que ce soit un programme long et s'est engagé sur le financement de 3 ans, et quelque chose aussi, je crois qu'il faut absolument saluer. Et puis peut-être le dernier point important, celui qui nous rassemble aujourd'hui, le fait qu'il y ait ce livre blanc qui n'a pas été écrit à l'arrache en dernière minute pour le salon de la data, qui a été écrit tout au long. Son écriture a démarré dès le début. Je crois même pouvoir dire que c'était une condition de ce financement posé par le ministère, de dire vous devez tout documenter pour qu'il y ait le récit de ce que vous avez fait, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. C'est rare, je me permets de le dire. On a 2-3 exemples, pas beaucoup plus, de documentation rendue publique sur des échecs, des essais, des erreurs en matière de gestion des données publiques. Il y en a eu un qui a fait un petit peu de vague il y a quelques années, publié par Rennes Métropole. Les gens qui ont pris l'initiative de le publier nous en parlent encore en nous disant qu'est-ce qu'on s'est fait taper sur les doigts. Là, je pense que personne ne se fera taper sur les doigts. En tout cas, la présidente de Réseauville ne tapera pas sur les doigts de son équipe. L'ANCT ne tapera pas sur les doigts de Réseauville. Il y a des choses qui n'ont pas marché et je pense que c'est extrêmement intéressant de l'avoir documenté et de le mettre à disposition également. Une dernière petite question, en 3 minutes pour laisser un peu de temps pour les questions éventuelles du public derrière. Le livre blanc, il est là. D'autres territoires peuvent s'en emparer pour répliquer, peut-être passer à l'échelle. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour être en mesure de généraliser ce type de démarche ? Alors, il y a 2 catégories d'enjeux. Les premiers enjeux, ils sont consubstantiels de ce qu'est aujourd'hui la politique de la ville. Ça a été dit explicitement ou en filigrane par Nathalie et par Émilie. Aujourd'hui, on est face à un paradoxe. Il y a des politiques publiques qui sont pilotées par la donnée, qui sont pilotées avec des outils extrêmement performants, extrêmement modernes, data ou pas data, d'ailleurs, ce n'est pas tellement le sujet. Mais il est vrai que sur la politique de la ville, il y a des polémiques tous les 3-4 ans. La question de savoir si les aides versées bénéficient bien à celles et ceux pour lesquels elles ont été imaginées. Ça a été illustré de façon très concrète, simplement en parlant de 3 quartiers de La Roche-sur-Yon. Alors imaginez à l'échelle de l'ensemble des QPV de France. Il y a aujourd'hui un sujet de pilotage de la politique de la ville. Et les acteurs qui, au niveau national, sont chargés au plus haut niveau du pilotage de ces politiques ont été, pour quelques-uns, bousculés par la présentation de ce programme. Ils vont peut-être être bousculés à la lecture du livre blanc. Bousculés parce que ça fait un moment qu'on se dit on n'a pas les données, mais pas au sens data, big data, algorithmie, au sens on n'arrive pas à bien piloter cette politique, parce qu'elle concerne des zones prioritaires et qu'à l'échelle de ces zones prioritaires, il n'y a pas de données produites, tout simplement. Et donc le travail qui a été fait là vise à remettre des outils à la disposition des décideurs, que ce soit les équipes sur le terrain, parfois les conseillers citoyens même. On a eu des moments extraordinairement intéressants de discuter avec des gens qui habitent ces quartiers-là, qui ont un rôle de représentation d'une forme démocratique, citoyenne dans les quartiers, qui ne connaissent rien du tout à la data et qui sont venus nous chatouiller, venir chercher un certain nombre de choses autour de ça. Mais je reviens à celles et ceux qui pilotent le projet. Il y a un rapport officiel qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, qui est le rapport qui prépare les prochains contrats de ville. Et vous avez le texte à l'écran derrière moi, qui est un rapport qui dit des choses très dures, encore plus dures sans doute que ce qui a pu être écrit dans le livre blanc, qui dit « Il est plus que temps de lever le voile d'ignorance pesant sur la connaissance des quartiers en faisant de la data science un outil de la politique de la ville » et qui souligne que l'expérimentation Data et Quartier menée depuis 2019 par Réseauville sur 78 quartiers prioritaires de Bretagne et Pays de la Loire a permis d'exploiter des données publiques et des données privées. Ça, c'est un point extrêmement important, je crois, pour beaucoup, et que la méthode qui a été employée mériterait sans doute d'être généralisée à plus grande échelle, et notamment vers d'autres régions qui seraient volontaires. Et peut-être
généraliser aussi d'une autre manière sur ces territoires pour ne pas en rester à ce POC. Alors, la question de Romain, c'était de savoir un peu quelles sont les conditions pour qu'on puisse passer de ces 3 ans d'expérimentation à l'échelle, suivant la formule de notre jargon. La première des choses importantes, c'est que pour pouvoir piloter les politiques dans les quartiers prioritaires avec de la donnée, il faut de la donnée. Et évidemment, vous travaillez tous dans la data, vous savez que c'est le data mining, l'exploration, c'est beaucoup de temps passé. Et aujourd'hui, on a un énorme problème qui est que la plupart des grandes politiques nationales ne donnent pas lieu à de l'individualisation de données à l'échelle des quartiers, ou alors très tardivement, sous forme de statistiques publiques qui arrivent des années après la bagarre, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc il y a un vrai enjeu de production de données à l'échelle de ces quartiers, à organiser, de tuyauterie à mettre en place, avec nécessairement ensuite des API disponibles au niveau local, et c'est un sujet dont on discute avec le ministère. La deuxième chose, ça a été beaucoup dit, donc je ne vais pas le développer, c'est qu'il va falloir former, informer, accompagner des acteurs qui sont étrangers à cette culture. Ce n'est pas les seuls, hein, ce n'est pas un sujet propre, ce n'est pas comme s'il y avait une bulle d'ignorance pour le coup par rapport à la data. On le sait tous dans les différents projets que nous conduisons, dans le public, dans le privé, il y a des étapes à franchir et là, il va falloir organiser aussi cela. Il va falloir également des outils, des technologies pour passer de prototypes. Vous verrez dans le livre blanc qui sont pour certains assez avancés. Il y a des maquettes qui sont consultables sur le site internet de Réseauville. On peut manipuler un certain nombre de choses. Vous allez pouvoir voir des data viz, des outils de comparaison qui ont été développés. Mais il va falloir, sur de multiples thèmes, parce que là on en a choisi 3, il y en a peut-être 10, 15, 20 à traiter, construire des outils actionnables pour des acteurs qui sont, eux, sur le terrain, dans les quartiers, en accompagnement des populations. On a fait des essais assez sympas sur l'emploi, par exemple, en se disant, est-ce qu'un outil comme celui-là, mis dans la main des professionnels qui sont dans les missions locales, est-ce que ça leur serait utile au quotidien ou pas? Et je pense que c'est le genre de choses vers lesquelles il faudra aller. Et puis, dernier point, un point très important, c'est pas anodin de manipuler et d'utiliser des données qui touchent à la réalité de quartiers dans lesquels beaucoup de nos concitoyens sont en situation sociale difficile. Ça nécessite un cadre de confiance. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à la conférence que j'ai donnée ce matin et j'ai parlé du point de cet après-midi. Il est important qu'il y ait des contrôles sur l'utilisation des données qui sont faites par les acteurs publics de façon générale, mais dans un cas comme celui-là, sans doute de façon peut-être encore plus précise. Et peut-être pour conclure sur la fin du programme, une chose extrêmement intéressante, alors qui n'a pas encore été annoncée officiellement, c'est une avant-première que vous avez, mais le programme Data et Quartier est le premier programme d'action data à avoir obtenu le label éthique Equitia, donc qui est décerné par une structure qui s'appelle Equitia, comme son nom l'indique, avec un audit indépendant extrêmement rigoureux, portant sur une centaine de points de contrôle sur le type de données utilisées, la manière dont elles sont gérées, le type d'algorithme, la transparence qui y préside, la façon dont les données sont hébergées, etc. Et le programme Data et Quartier donc, bénéficie depuis quelques jours de ce label Equitia. Voilà. Donc ça peut certainement faire partie aussi de ce label ou un autre, j'allais dire peu importe, mais en tout cas le fait qu'il y ait des règles extrêmement claires et qu'on soit capable de les expliquer me paraît être aussi une condition indispensable pour la diffusion de ce programme. Merci Jacques, merci Nathalie, merci Émilie. Je vous demande de rester à disposition quelques minutes au cas où il y a des questions de l'audience. Alors je ne sais pas s'il y a des micros mis à disposition ou s'il faut parler fort. Non, je crois qu'il y a des micros mis à disposition. Ça, pour les gens à distance, voilà, ça va être beaucoup plus agréable. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'est extrêmement intéressant. Et puis de voir également les collectivités qui sensibilisent à l'exploitation de cette donnée. Moi, ma question, c'est lorsqu'on produit du reporting pour faire du pilotage, hein, dans les entreprises, on en fait tous beaucoup. Il y a une forme de boulimie aussi sur ce reporting-là. La question qu'on se pose, c'est le so what. C'est une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, j'ai vu les exemples que vous donniez en introduction, mais c'est plus des exemples de pilotage, de compréhension. Mais est-ce que vous avez quelques exemples concrets
des résultats par rapport à ce que vous avez pu avoir comme enseignement d'opérations concrètes sur l'organisation de votre ville, de votre territoire, que vous avez pu prendre grâce à ces nouvelles informations, grâce à ces données? Je vais peut-être laisser la présidente et l'élu local l'illustrer pour La Roche-sur-Yon, mais juste un point extrêmement important de savoir si c'est actionnable. Est-ce que derrière, ça permet de faire des choses? Il y a une idée reçue, par exemple, partagée, y compris par des acteurs de la politique de la ville, qui était de se dire, l'une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de chômage, c'est que les jobs que les gens auxquels ils peuvent postuler sont loin. Et d'abord, dans les quartiers, il n'y a pas assez de gens qui ont le permis de conduire. Il faudrait mettre des aides au permis de conduire. Vérification faite, c'est pas vrai. On a largement autant le permis de conduire dans les quartiers que pas dans les quartiers. Deuxièmement, les jobs sont loin, il y a un problème de mobilité de voitures. Qu'est-ce qu'on a fait? En travaillant sur 78 quartiers, c'est extrêmement intéressant. On se rend compte que les emplois qui correspondent, encore une fois, aux métiers que les gens qui habitent le quartier recherchent, on est vraiment sur des choses, on est allé très très loin et les données sont différentes d'un quartier à l'autre. Eh bien, par exemple, quand on est à Malakoff, à Nantes, à Villejean, à Rennes, les emplois sont dans un périmètre de 3 ou 4 kilomètres, pour la plupart accessibles en transport en commun, mais que par contre, si on est à Fontenay-le-Comte, les emplois que les gens qui habitent le quartier qui s'appelle Trois-Moulins, si je ne dis pas de bêtises, non, Trois-Moulins, à Fontenay-le-Comte, sont des emplois, pour la plupart, d'ouvriers agricoles qui peuvent être dans un périmètre de 30 à 40 km, ou d'ouvriers des industries agroalimentaires. Et donc la question de l'aide à la mobilité, pour répondre à votre question, la manière dont les acteurs publics accompagnent sur de l'aide à la mobilité les personnes qui habitent ces quartiers change complètement d'un territoire à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et à Fontenay-le-Comte, évidemment, non seulement il faut le permis de conduire, mais probablement il peut y avoir des problèmes de covoiturage, d'accès à la voiture, et très certainement dans la période actuelle, des problèmes d'aide par rapport au prix du carburant qui sont absolument cruciaux. Peut-être pas que pour les gens qui habitent ces quartiers, mais en tout cas pour eux, la démonstration en est faite. Donc ça permet d'avoir vraiment des... c'est un exemple peut-être tout simple, mais on en a touché du doigt beaucoup, voilà, à travers ces démarches de prototypage. Oui, aussi pour répondre rapidement, tout à l'heure je parlais des familles par exemple allophones. On a des médiateurs, ils organisent souvent le matin ce qu'on appelle des cafés parents, etc. pour travailler un petit peu la parentalité et puis prendre la température surtout au niveau des familles. Par exemple sur des écoles, sur des niveaux CP, la réunion parents-prof, il y avait 4 parents. La réunion CP, c'est la réunion qu'on rate pas, on pose sa journée, c'est important. Sauf que là, on a 3-4 parents, donc on s'interroge. Et effectivement, avec le temps, on s'aperçoit que de toute façon, il y a beaucoup de familles monoparentales, mais aussi de familles qui ne parlent pas du tout français. Donc, on a un petit peu regardé avec le bailleur social au niveau des fichiers, on a regardé un petit peu l'état des quartiers. Alors, énormément de turnover, parce que les familles passent... en espérant après déménager dans des appartements plus grands ou autres. Donc il y avait beaucoup de turnover. Et puis là où il n'y avait pas de turnover, justement, c'était des familles, soit des personnes seules avec des enfants ou des personnes âgées. Alors on pense qu'il y a beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, alors que pas du tout. On a beaucoup de personnes âgées, des personnes seules, isolées, des personnes en grande fragilité mentale aussi. Et puis souvent, voilà, des gens qui se retrouvent seuls avec des enfants, 5 enfants dans un 2 pièces. Imaginez ce que ça peut donner. Donc voilà, ces personnes-là, on n'arrive pas du tout à les capter. Donc ils ont commencé à faire appel à des traducteurs déjà pour commencer. Ils ont distribué des petits papiers dans les boîtes, ils sont allés à la rencontre des mamans. Alors c'est compliqué, on a des communautés tchétchènes, on a des communautés complètement différentes, donc on ne va pas vers les gens de la même façon. Et donc tout ça, grâce, avec les données justement du bailleur social, on a réussi à cloisonner un petit peu les différentes populations et les médiateurs sont intervenus différemment selon les personnes vers lesquelles ils allaient. Donc voilà, ça c'était très concret. Ça a permis de faire, alors on fait de la dentelle, clairement, mais sur les quartiers on n'a pas le choix, parce que chaque quartier est différent, puis il y a énormément de mouvements. Donc à chaque fois, ces données qui sont réactualisées et qui ne datent pas d'il y a 10 ans, ça nous permet vraiment de faire des actions hyper ciblées et on gagne du temps, tout simplement. Et puis, même pour les acteurs sociaux, c'est quand même plus agréable de pouvoir répondre à un réel besoin en temps réel, en fait, et pas être complètement à côté de la plaque ou avoir 3 personnes qui sont juste là pour prendre un café et puis manger un petit gâteau, quoi. Donc là, voilà, ils peuvent vraiment, ça donne du sens, ce qu'ils font sur le terrain tous les jours. Juste un petit rêve, c'est d'aller avec la cartographie des 20 emplois les plus demandés
par les habitants des quartiers prioritaires, donc elle est valable sur les 78 quartiers prioritaires, et d'aller voir par exemple les missions locales, parce qu'ils font tous des petits trains de l'emploi ou des petits bus de l'emploi, ils vont et ils présentent. Et moi j'aimerais bien les confronter à cette question-là, en disant est-ce que finalement dans ce quartier-là où c'est plutôt le jardinage qui est demandé, ou là la garde d'enfants, ou là aussi, etc., est-ce qu'on adapte notre proposition en fait? Mais là en fait on n'a pas encore eu le temps, parce que finalement on atterrit sur ces cartos il y a que un an et demi. Donc moi je crois vraiment que là avec ça je vais aller voir quelques acteurs justement et leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger un peu les lignes de vos propositions. Oui, alors moi, j'avais une petite question. Je dois être un peu l'intrus de la salle parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la data. Moi, je suis élu sur une ville de l'agglomération nantaise. Ça répond pas, mais en tout cas, ça embraye sur l'application de ce genre de recherche. Par exemple, sur un des quartiers de Nantes et Saint-Herblain, on a mis en place, avec l'État, ce qu'on appelle une cité éducative qui réfléchit notamment aux trajectoires des élèves, aux trajectoires des collégiens. Donc ça, c'est une des réflexions importantes de la politique de la ville, c'est comment est-ce que les politiques publiques peuvent essayer de casser l'effet carte scolaire, enfin tout ce que vous connaissez, contournement de carte scolaire, qui fait qu'il y a une forme d'assignation à résidence pour les gamins des quartiers. Et donc on a entrepris d'essayer de récupérer des données. Donc ma question, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez essayer de contourner les obstacles dans l'accès aux données, parce que là on s'est dit bon, il faut qu'on ait des données un peu costauds pour orienter nos politiques publiques, et notamment sur les trajectoires, sur les curricula, enfin suivre des cohortes d'élèves, tout ça. Donc on s'est adressé, puisque ces données existent notamment au sein du ministère de l'Éducation nationale, donc on s'est adressé à eux poliment, et on a eu une réponse relativement brève qui était non. Et non, en fait, le ministère de l'Éducation nationale ne signe pas de convention de partage de données avec des acteurs locaux. Et donc, on est le bec dans l'eau. On sait que ces données existent, qu'elles sont extrêmement précises en plus, parce que, alors, on les connaît, mais il faudrait qu'elles tombent du camion, voyez-vous. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que vous avez été confronté à ce genre d'obstacles, et éventuellement, comment est-ce que... Merci de cette question. Le livre blanc est truffé d'anecdotes et en même temps d'exemples de méthodologies qui ont été mises en place pour accéder à ces données. Quand on a dit à Pôle emploi, on ne veut pas les statistiques dans les quartiers, on veut savoir quartier par quartier quels sont les jobs que les gens qui viennent s'inscrire à Pôle emploi demandent, on nous a dit non. Ça ne fait pas partie des données qui existent comme ça spontanément et qu'on va mettre en open data ou à disposition d'une association, fût-elle en charge d'une mission d'intérêt général qui concerne l'accompagnement dans les quartiers. On a insisté, on a expliqué pourquoi il fallait le faire. Et il y a eu une convention de signer avec d'abord un test. Et tout ça, la méthodologie est également détaillée. On a eu toutes les données sur un mois. Et on a essayé de voir si, méthodologie data science, ces données sur un mois, elles parlent, elles racontent quelque chose. Et ensuite, on a récupéré toutes les données sur une année complète. Et après, Pôle emploi nous a dit, mais attendez, c'est hors de question de les croiser avec des données qui viennent d'un groupe privé. Parce qu'on veut être sûr qu'elles ne vont pas servir à autre chose. En l'occurrence, Randstad, les agences de travail temporaire, quelque part, c'est une forme de concurrence entre Pôle emploi et l'inverse étant vrai aussi. Randstad nous disant, nous, bosser avec Pôle emploi, ce n'est pas nécessairement notre tasse de thé non plus. Donc on a pris le temps de créer les conditions pour que ce partage de données soit possible. Convention, conditions d'utilisation, conditions de destruction des données, une fois que le prototype aura été mené. Mise à disposition gratuite de ces données. Demain, si on industrialise ça à l'échelle de la France, peut-être que Pôle emploi va dire ça a un coût, ou peut-être que Randstad va dire les données, elles sont payantes. La CPAM, au niveau national, la Caisse nationale d'assurance maladie au niveau national, sur le non-recours à la C2S, elle a commencé par nous dire, c'est complètement fou ce que vous nous demandez. Des données de ce type-là, on ne les a pas. Il va falloir programmer tout un tas de requêtes qui sont par ailleurs extrêmement sophistiquées parce que le système de gestion est déconcentré au niveau de chaque département. Donc il va falloir, pour pouvoir produire les données que vous souhaitez récupérer. Donc ils ont commencé aussi par nous dire, non, encore que, expliquez-nous ce que vous voulez faire. Et là, on s'est rendu compte que le travail que Réseauville allait engager est un travail qui intéresse énormément la Caisse nationale d'assurance maladie pour détecter le non-recours sur un droit fondamental qui est celui d'une complémentaire solidaire. Et donc, ils ont produit les données en question. Puis là, on s'est rendu compte que les données, il y avait une granularité qui était très fine et qu'il y avait sans doute un risque
de réidentification possible des bénéficiaires d'une aide sociale particulièrement, on va dire, de secours. Donc des gens, le simple fait que l'information puisse sortir peut être, selon les termes de la CNIL, sur la protection des données sociales, c'est des risques que ces données, si elles sortent, soient des données stigmatisantes. Et donc, gros travail avec le délégué à la protection des données. On a pris 3 mois, 4 mois, entre guillemets, dans la vue, mais pas dans la vue en vérité, parce que ça a été aussi un apprentissage, aussi bien pour Réseauville et le programme Data et Quartier, que pour les gens de la CNAM, de la manière dont ce type de données peuvent être produites et mises à disposition. Je fais le pari que sur l'éducation nationale, un jour, ce travail que vous évoquez sera possible. On a des exemples de suivi de cohortes, de trajectoires d'enfants au Royaume-Uni, aux États-Unis, avec exactement les questions que vous posez. Simplement, ça prend du temps. Il faut créer un cadre de confiance dans lequel, au nom de l'intérêt général, ce genre de choses est possible. Il y a aujourd'hui, c'était d'ailleurs la table ronde qui devait nous précéder, des feuilles de route pour l'ensemble des ministères. Le ministère de l'Éducation nationale a sa propre feuille de route sur la data. Il y a un hub des données éducatives qui est en train d'être créé. Il va bien falloir que ces données servent aussi, sous des conditions extrêmement strictes, de protection, évidemment, des enfants, de protection des données personnelles. Mais il va bien falloir que ces données puissent être utilisées là où cette utilisation revêt effectivement un caractère d'intérêt général, où il y a vraiment un objectif derrière de politique, de soutien, d'aide, etc. Donc, la réponse, elle était assez évidente. Il y a un autre sujet, mais je ne veux pas lancer le débat à cette heure-ci. Il n'y a plus personne après nous, c'est ça? On a du temps? Je ne sais plus. Trajectoire énergétique aujourd'hui en France, aide pour les factures dans les semaines et dans les mois qui viennent, diminution des consommations énergétiques dans le pays. Un jour, on va devoir lancer le débat de l'accès ou pas, et sous quelles conditions, des données des compteurs Linky. Je ne lance pas le débat sur Linky, mais maintenant que les compteurs Linky existent, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que des acteurs publics vont pouvoir accéder aux données de consommation pour aider celles et ceux qui en ont le plus besoin et pour induire des changements de comportement? Il y a plein de sujets comme cela qui sont devant nous, où les technologies disponibles et les données disponibles vont permettre de changer un certain nombre de choses, en ne le faisant pas n'importe comment, dans un cadre éthique, dans un cadre extrêmement contrôlé, extrêmement rigoureux. C'est vraiment des choses qui sont présentées de façon détaillée dans ce livre blanc. Oui, bonjour, Audrey Daniel, Nantes Métropole, à la direction de la géographie et de l'observation. Je voulais vous remercier d'avoir abordé cette question de la territorialisation des politiques publiques et de la connaissance qu'on peut se faire du territoire, parce que voilà, chacun, je pense, dans les collectivités locales, essaie de s'organiser pour avoir cette finesse d'analyse et descendre à une échelle la plus détaillée possible. Nous, par exemple, on pilote un observatoire de la population où on engage ce travail de conventionnement avec le rectorat, avec Pôle emploi, avec le département de Loire-Atlantique, pour récupérer un maximum d'indicateurs à une échelle fine et qu'on remonte derrière pour chacun des usages de notre collectivité, c'est-à-dire au quartier, au pôle de proximité, à la commune, etc., etc. C'est un travail qui est lourd et fastidieux et qui fait que du coup on s'organise et on déploie des moyens en interne pour cela, et on sait à quel point toutes les collectivités ne sont pas en capacité de le faire. Après, sur la question des parcours dont vous parliez pour le collège, je crois, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une autre appréciation de la donnée. Là, c'est carrément orienter les trajectoires individuelles des collégiens, si j'ai bien compris, par rapport à leur histoire et au parcours qu'ils ont eu eux-mêmes par le passé. C'est vraiment des situations individuelles et de la prise de décision à l'échelle de l'individu qu'on organise, ce qui n'est pas tout à fait le même niveau d'usage de la donnée. On arrive à avoir des données du rectorat pour parler territoire. Après, pour suivre un individu et prendre des décisions sur son orientation à partir de l'analyse de sa trajectoire, c'est une autre étape, et je comprends que du côté du rectorat, ça leur pose encore plus de questions. Et je vous rassure, c'est très difficile cette convention avec le rectorat de l'obtenir. On y a passé 1 an l'année passée, alors que d'autres acteurs du territoire l'avaient fait de la même manière, dans des conditions beaucoup plus aisées. Donc voilà, il faut s'armer de patience.
Juste, je voulais, je sais c'est fini, mais c'est vrai qu'à l'échelle de la Bretagne et Pays de la Loire, et on le disait tout à l'heure, il y a aussi des territoires qui ne sont pas dotés, en fait. Il y a aussi des territoires qui ne peuvent pas, en fait, avoir des niveaux d'ingénierie comme la métropole de Nantes ou celle de Rennes ou celle d'Angers peuvent avoir. Et très sincèrement, quand on se déplace, attention, je dis des noms, mais quand je dis Fontenay-le-Comte ou Dinan, c'est au-delà de la culturation, c'est sur la question de l'ingénierie et comment est-ce qu'on fait pour que ça aille jusqu'au bout de la chaîne et voilà, et ça c'est un vrai sujet en fait, en tout cas qui m'a questionné sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous les territoires puissent bénéficier de ces outils-là au profit de leur politique publique. Je propose de clore la table ronde et par la même occasion la journée, je crois, là-dessus. Il y a quelques exemplaires du livre blanc, mais il est disponible au téléchargement version web depuis ce midi. Enfin, voilà, sur le site de Réseauville, vous trouverez forcément.